Alors, le tour de magie n'est pas contenu dans les 18 minutes, merci, vous lanciez. Donc, on va faire un voyage, effectivement, en Colombie. Et pour démarrer ce TEDx, j'avais envie de vous faire prendre un peu de hauteur et prendre un peu de perspective. Alors, la perspective, on va la prendre de la manière suivante. On va faire rapide. Il y a à peu près, on va dire, quelques milliers d'années pour faire court. Même si ça revient à une époque proche de nous aujourd'hui, eh bien, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, je ne sais pas où ça s'arrête, vivaient quelque part sur la planète avec la nature. Ils étaient en harmonie et en relation et en lien avec la nature. Ce n'était pas forcément un choix, ils n'avaient peut-être pas d'autres alternatives, mais là où ils étaient sur la planète, ils devaient avoir des liens d'alliance pour vivre, chasser, s'habiller, se protéger, se soigner. On va appeler ce temps-là le premier monde. Et puis est arrivé un deuxième monde, le nôtre, celui dans lequel on est maintenant, qui se caractérise par quoi ? Il se caractérise par rupture des relations avec le vivant, puisque nous sommes à 80% en ville, en tout cas dans les zones urbaines. Il se caractérise par un morcellement des savoirs, il se caractérise par une perte de sens. Et surtout, la rupture avec le vivant génère une multitude de déséquilibres physiologiques, évidemment climatiques, la COP21 nous le rappelle, santé, agriculture, enfin bref. Cette coupure de ce qui nous fait être des êtres vivants multiplie les déséquilibres. Alors, il est évident qu'on ne va pas revenir au premier, c'est clair. Il est aussi évident qu'on ne peut pas rester en l'état dans le second. Et la proposition, c'est bien sûr de se dire, et si on prenait le meilleur du premier et du deuxième pour inventer le troisième monde ? Alors, par nature, je ne sais pas ce qui sera ce troisième monde, puisqu'il nous reste à l'inventer, mais on peut déjà se mettre quelques petites bricoles. Je pense qu'il y a quelque chose à interroger sur le rythme et sur le rapport au temps. C'est le petit panneau lent. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre avec les mains, de la coopération et de la solidarité à retrouver, à redévelopper. Je pense qu'il faudra un peu sortir du cadre, un peu ouvrir nos imaginaires et arrêter de reproduire des idées qui nous ont amenés dans cette impasse. Donc sortons du cadre pour inventer autre chose. Et peut-être aurons-nous l'audace de pousser la porte de la vie et du vivant pour retrouver une alliance. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que c'est par là qu'il faudra qu'on aille. Alors pour nourrir un peu ce troisième monde, je travaille depuis 20 ans avec des sociétés qu'on a appelées précolombiennes, archaïques, sauvages, primitives, autochtones, des qualificatifs qui rendent le dialogue difficile. Quand on dit à l'autre « bonjour, le primitif, autochtone, sauvage, archaïque », si on se parlait, ça démarre un peu mal. Voilà, c'est la Société des Indiens Kogi, 4000 ans d'histoire, et la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si on pouvait discuter avec des Mayas, et toi, tu vois le monde comment, et comment on pourrait se parler pour inventer la suite de notre histoire. Comment j'ai rencontré ces gens-là ? Quand j'étais jeune et gentil, et maigre. Bon bref, j'étais guide de montagne, et on m'a dit, en Colombie, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer, 6000 mètres d'altitude, 38 km de la mer des Caraïbes, tu devrais aller y faire un tour. Guide de montagne, ça me passionnait. J'ai eu un œdème pulmonaire à 4000 mètres, de l'eau dans les poumons, plus d'oxygène dans le sang. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe vite de vous, vous êtes mort. Et j'ai eu la chance que ces sauvages, archaïques, primitifs aient la gentillesse de me ramasser, de me mettre sur une mule, de me descendre en altitude et de me sauver la vie. J'ai retrouvé, 12 ans plus tard, l'une des deux personnes qui m'a sauvé la vie, un Indien, un vieil Indien, et je lui ai demandé, mais finalement, pourquoi vous avez fait un détour, vous êtes préoccupé de moi pour me ramasser, c'était un peu compliqué pour vous. Pourquoi vous avez fait ça ? Et il m'a répondu très sérieux, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelles dans nos montagnes. Et là, je me dis, tiens, ce sont donc des gens qui ont de l'humour, enfin j'espère. On va peut-être pouvoir se dire des bricoles. Voilà pour ma rencontre avec cette société. Lorsque je leur ai dit, quand même, merci de m'avoir sauvé la vie, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Ils m'ont dit, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. Et moi, jeune et gentil, j'ai dit, pas de problème, j'ai pris mon agenda en Amérique du Sud, rendre les terres aux Indiens, je m'en occupe. Voilà, c'est sympa. Et je suis reparti en France, j'ai évidemment pas tenu mon engagement. Il m'a fallu 10 ans pour me dire, est-il important de marcher ces mots dans la vie ? Et donc je suis retourné en Colombie et aujourd'hui, on a racheté 2000 hectares de terre. Sur ces 2000 hectares de terre, il y a 80 familles, 350 personnes. Les cours d'eau recoulent, les forêts repoussent et les perroquets revolent. J'ai rien d'autre à vous dire que ça, parce que quand ça fonctionne et que la vie revient, ma foi, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Voilà pour ma rencontre avec cette communauté et quel est le chemin qui m'a amené à faire connaissance avec eux. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour ce dialogue vers ce troisième monde, qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui les différencie, nous, d'eux et eux de nous ? La grande différence, je l'ai un peu évoqué, c'est qu'eux vivent toujours et ont toujours vécu en lien avec la nature. Ce n'est pas un paysage comme chez nous. La nature a été réduite au rang de
matières premières, ressources naturelles, quelque chose d'esthétique, un terrain de loisir, mais plus du tout quelque chose avec lequel nous devrions être en interrelation. Donc chez nous, c'est paysage, chez eux, c'est encore paysage, donc quelque chose qui est enseignant, quelque chose avec lequel il faut avoir un lien pour continuer à vivre à minima en équilibre avec le territoire qui nous accueille, sans lequel nous risquons fort de disparaître. Donc ça fait référence évidemment à Léonard qui nous disait « va prendre tes leçons dans la nature ». Et bien ce peuple-là se développe, fonctionne en s'inspirant complètement de ce qui fait la vie, ce qui n'est pas notre cas. Donc la grande différence, c'est que chez nous, comment gère-t-on le collectif, comment gère-t-on le commun? Eh bien, on met des gens dans des chambres, chambre des députés, sénateurs, on leur dit pondez-nous des lois, et nous allons donc suivre les lois de la République, et si elles ne nous arrangent pas, ou si on a envie de les changer, on pond d'autres lois. Donc en fait, on a des lois comme ça qui changent au gré de nos humeurs et de nos intérêts. Évidemment, avec les lois de la nature, ça ne marche pas comme ça. Arrêtez-vous de respirer pour voir, enfin pas trop longtemps. C'est la loi de base, j'ai envie de dire, l'inspire, l'expire, et s'il n'y a pas cette respiration, s'il n'y a pas le souffle, le premier souffle quand on naît, le dernier souffle quand on s'en va, il n'y a pas de vie. Donc ne pas respecter les lois du vivant, pas pour s'enfermer, pour les transcender, c'est risquer d'aller vers une société mortifère et sclérosante. Donc eux fonctionnent par l'observation et la mise en pratique. Donc pour moi, ils pourraient être de formidables traducteurs, non pas pour redevenir Kögi, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de vivre avec le vivant, puisque nous sommes aussi vivants. Donc on ne va pas aller vivre comme les Kögi, à nous de réinventer qu'est-ce que ça veut dire. C'est une espèce de biomimétisme, si le mot vous parle, global, qui s'intéresse à la fois sur ce que le vivant est capable de proposer, mais aussi sur la manière dont le vivant fonctionne. Alors quand on a dit ça, il y a deux champs de réflexion, à mon avis, qu'on pourrait ouvrir pour ce troisième monde. Le premier, c'est le champ de la connaissance. Finalement, comment je sais ce que je sais? Bon, oui, c'est sans doute papa, maman, l'école, mes expériences. On a tous des parcours singuliers, mais on n'a jamais pris le temps de se demander si ce savoir n'était pas un savoir subjectif, comme le vôtre, comme tous les savoirs des gens qui sont dans cette salle, subjectifs, singuliers. Comment se sont-ils constitués? Parce que si on ne répond pas à cette question, on ne répond pas à quelles sont les lunettes que je porte sur le nez qui me permettent de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. On n'en sait rien. Une première question qu'on pourrait interroger, c'est Kögi, ces Indiens ont-ils un autre chemin d'accès au savoir, et lequel? Et la deuxième question, c'est comment faire société? Question d'actualité, quand on regarde la presse, c'est pas encore gagné. Il y a peut-être quelque chose aussi à apprendre sur le comment faire société en harmonie avec le vivant et non pas en opposition. Alors sur le comment je sais ce que je sais, je ne développe pas beaucoup, mais je prendrai juste un petit exemple. Deux de ces Indiens Kögi, dont vous avez vu quelques images, sont au laboratoire d'astrophysique de Londres, avec deux scientifiques, dont le professeur Ellis Stells, astronome. Il présente aux Kögi, aux deux Indiens présents, des photos du satellite Hubble, donc satellite en limite d'atmosphère terrestre, avec des gros appareils photo, qui prend des photos sur les temps de pause de 13, 14, 15 heures pour aller capter ce qu'on appelle des images pâles, parce qu'elles ne sont évidemment pas visibles de la Terre. Et les Indiens pointent leurs doigts sur des étoiles, sur des taches blanches, en disant ça c'est des étoiles, et on ne les voit pas de la Terre. Et derrière, il y a d'autres étoiles. Comment pouvaient-ils connaître l'existence d'une étoile particulièrement pâle dont nous avons découvert l'existence grâce à cette image profonde du Hubble Space Telescope? Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander de quel autre secret surprenant les Mamous étaient les détenteurs. Ça révèle sans doute qu'il y a d'autres manières d'accéder à la connaissance. Et n'importe quelle démarche scientifique consisterait à dire « raconte, explique », quitte à valider ou invalider, mais en tout cas à s'engager pour aller savoir de quoi il s'agit. Deuxième chose, sur le vivre ensemble, je vous prendrai qu'un exemple. La justice, par exemple. Dans nos sociétés, quand quelqu'un commet un acte délictueux, on va le juger, on va le mettre en prison et on va lui dire « eh bien, tu vas passer un certain temps en prison pour régler ta dette, payer ta dette à la société, et quand tu auras payé ta dette, on verra comment tu reviens dans le système. » Ça va? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Chez eux, c'est l'inverse. Si quelqu'un commet un acte délictueux, c'est qu'il est déjà sorti du système puisqu'il ne respecte plus les règles. Donc le problème n'est pas de le faire sortir encore plus, le problème est de le remettre dans le système. Première chose. Deuxième chose, il n'y a jamais un monsieur ou une dame toute seule qui commet un acte délictueux sorti de son contexte. Donc ils vont se poser la question, quel est le rôle des enseignants, des parents, des amis, des voisins, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour que ce jeune homme ou cette jeune fille ou ce garçon, peu importe qui, ne respecte pas le système. Donc c'est une responsabilité collective et ce n'est pas le sortir plus, mais le faire rentrer. Vous voyez que c'est exactement à l'inverse, parce qu'on est dans des logiques que certains connaissent peut-être, qu'on appelle la systémie. Il n'y a pas un coupable qu'on met en prison et qu'on règle le problème. Voilà. Alors ça impacte évidemment la santé,
vision holistique de la santé. Ça impacte à peu près tous les domaines de connaissances qui sont les nôtres. Aura-t-on la curiosité, l'audace intellectuelle d'oser l'exploration de ces savoirs? Non pas pour dire ils sont faux ou exacts, juste c'est de la différence qu'on va trouver sans doute des pistes pour ce troisième monde. Alors ça m'amène un peu sur le final à vous dire ceci. Il me semble qu'on est dans un paradigme, un système de représentation des choses, un système de représentation qui organise nos actions, bien évidemment, qui partirait de ce qui nous anime. Hein. Ce sont des désirs compulsifs d'achat, de tout ce que vous voulez, de reproduction. Voilà. On est dans cette espèce de désir, et la satisfaction du désir génère du plaisir, donc pourquoi se priver? Compulsif, ou même à un moment où on s'arrête, les enfants s'ennuient, il faut vite leur mettre un truc dans les mains, il y a des écrans de vidéo partout. On n'a aucun moment où l'esprit peut se poser pour réfléchir à autre chose. Donc c'est cette espèce de désir compulsif qui guide pour l'instant nos sociétés. Les machines et les outils sont mis au service d'eux. L'Internet, les premiers sites de rencontres en ligne, les sites porno font quand même le plus gros chiffre d'affaires, il ne faut pas l'oublier. Donc toutes les machines sont au service de ce désir compulsif, y compris de gagner de l'argent, évidemment. Derrière, vous avez la valeur de la compétition, hein, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc on voit bien les déséquilibres qui s'instaurent partout entre les plus riches et les plus pauvres. Ensuite, on pense aux personnes. Alors là, j'étais avec un client à midi, dans une grosse boîte dont je tairai le nom. Oui, c'est le deuxième suicide. Parce qu'il y a un phénomène en termes de principe du vivant qu'on appelle l'apoptose. Quand une cellule n'est plus en lien avec le système avec lequel elle a une relation normalement, elle meurt. Un phénomène d'apoptose, c'est une cellule qui meurt. Donc quand un collaborateur n'est plus en lien, il avait été mis au placard avec le système, il s'est suicidé. Donc c'est un principe de base, couper tous les liens sociaux pour mettre peut-être la personne dehors. Alors, réaction dans cette boîte? Vous avez entendu parler d'un suicide récemment? Non. Parce qu'on ne sait pas comment réagir à ça. Donc, valeur de compétition, pas de place pour tout le monde. Les personnes, il y a un petit éclair rouge, c'est pas très confortable. Puis, la nature, c'est quoi ce truc? Je vous rappelle, c'est ce qui passe là-dedans. Hein. C'est les mystères qui font que vous êtes là en face de moi, qu'on respire et qu'on est vivant. Mais c'est tout en bas. Alors, je parle souvent de le concept du sablier. Vous voyez comment c'est un sablier? Fuit, on le retourne. On met en haut le vivant. Alors, le vivant au sens... comment on fonctionne? Ces fameux principes du vivant. Dans la respiration, il y a un principe de base qui est le 2. Inspiration, expiration. Je vous rappelle que jusqu'à présent, pour faire des bébés, vous avez déjà fait des bébés, certains d'entre vous, là? A priori, non? Si? Oui? Ah il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils ont fait. Mais bref, il y a un homme et une femme, a priori, ils font un câlin. Je vous rappelle que normalement, dans le câlin, c'est un acte d'amour. On n'est pas là en train de se dire, bon alors, est-ce que j'ai bien mis les clés sur la table de nuit? Enfin, j'espère pour vous. Voilà. Et naît quelque chose. Naît quelque chose, un petit garçon et une petite fille, qui n'est ni la copie de la maman, ni la copie du papa, qui est un être à part entière. C'est-à-dire que de la rencontre de deux énergies masculines et féminines naît quelque chose. Donc le principe du 2 est un principe de base. Je ne vais pas vous le détailler, mais on le retrouve partout, normalement, dans le corps social, plus ou moins utilisé. Voilà. Donc partir du vivant, les gens... Travailler avec les gens, le vivant, s'intéresser aux personnes. Continuer en disant plutôt des valeurs de coopération, parce que la nature porte des valeurs de coopération, contrairement à ce qu'on pense, plutôt que la compétition. Évidemment, garder les outils et les machines au service. Et alors, le désir. Ce serait dommage, une vie sans désir. Désir, c'est un peu ce qui nous met en mouvement. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film L'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux, qui murmurait à l'oreille des chevaux. Certains l'ont vu? Bon, c'est l'histoire d'un dresseur, je mets des guillemets parce qu'il est un peu particulier, et d'un cheval, enfin des chevaux. Et plutôt que de dresser le cheval en voulant contenir son énergie ou en voulant contenir l'énergie, le désir, c'est comment je l'apprivoise. Comment nous rentrons dans une relation pour que ce désir existe, mais ne me dépasse pas. C'est du Spinoza tout craché. Voilà, donc est-ce qu'on serait capable de repartir du vivant pour regarder qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre société moderne, en s'inspirant bien évidemment des Kogi, comme interprète et non pas comme modèle, parce qu'on ne va pas devenir tous indiens demain à Valenciennes. Si? Et alors reste la posture du mutant qui accepterait ce renversement de paradigme. Voilà un chaman qui a passé 18 ans dans le noir avant de faire son job de chaman. Et je voulais juste vous dire une anecdote sur lui, qui pour moi est importante. Un jour, ils sont venus en France. Lui faisait partie du voyage et nous avons été reçus au Quai d'Orsay, à Paris.
Le Quai d'Orsay, c'est la partie politique où la France reçoit les délégations. Donc nous avons été reçus avec 3, comment on appelle ça, gardes républicains à droite et 4 à gauche. Tac, pouf, off. On rentre dans une salle de travail pour exposer la situation de ces Indiens. Les gens nous reçoivent, nous écoutent et nous répondent. Eh bien, il suffit de déposer un dossier au bureau 627B qui sera étudié dans quelques mois. Et si c'est concluant, vous avez peut-être un peu d'argent. Alors qu'il venait de dire avant que ces Indiens vivaient un génocide et que tout ça était filmé par une caméra. Donc c'était un peu décalé la réponse administrative au regard de la situation. Nous sortons de la salle. Nous nous retrouvons dans le hall d'accueil du ministère. Et alors là, essayez d'imaginer la scène. Les ordres de la République. J'étais en train de dire au revoir madame, merci, au revoir monsieur le chef de cabinet. Et là, il y a un Indien qui s'en va comme ça. En regardant, il voit un très beau canapé. Et sur le canapé, il prend un polochon avec des très beaux fils dorés, il le met sur son épaule et il s'en va vers la sortie. Vous voyez, l'air de rien. Et alors je vois encore la dame qui me disait au revoir, qui suit son polochon du regard. Le con, il s'en va avec le mobilier. Et le garde républicain qui était comme ça, qui suit le truc, il ne devait pas avoir sur ses consignes. Et quand les gens s'en vont avec les meubles, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on leur fait une réponse absurde, quelque part. Remplir un dossier, alors voilà. Et ils savent répondre par une forme d'humour poétique. Et je pense que la plus belle des énergies et la plus belle des postures humaines qu'on pourrait porter pour conduire cette mutation qui nous attend, et nous le savons tous, qu'elle soit vers le troisième monde ou vers autre chose, peu importe, c'est sans doute l'humour et la poésie. Parce que la poésie, c'est la dernière chose. La racine du mot poésie, c'est créer, c'est la création. Hein. C'est la dernière chose qui nous relie au monde, donc à la capacité de créer. C'est quand la raison dort que la création dont nous avons besoin peut s'exprimer et que le poète doit venir au rendez-vous. Juste pour se terminer sur ce monsieur et sur leur posture, il y a quelque chose qui est très important chez eux, c'est le don. Comment nourrir la relation et le don? Comment faire en sorte que ce ne soit pas juste les personnes, mais ce qui se passe entre elles qui m'importe. Donc c'est des gens qui vont passer beaucoup de temps à faire des heures de marche pour vous donner un fruit, pour venir vous aider dans un champ, pour se préoccuper de l'autre. Et un jour, je me suis dit, ah oui, ce don, c'est intéressant, cette notion. Donc je me suis dit, je prends le TGV souvent. Un matin à 6 heures, je me suis dit, tiens, je vais aller prendre... J'étais assis, vous savez, dans les places où les 4 et 4 ou 4 et 2 sont la classe. Je me suis dit, tiens, je vais aller au wagon-restaurant, prendre 4 cafés et 4 thés. Puis je reviens avec mon plateau, TGV le matin. Et je dis, qui veut un café? Et là, vous voyez bien le film, hein, il est malade, il a mis de la strychnine, c'est la caméra cachée. Qu'est-ce qu'il me veut? Et c'est intéressant parce que le don est un principe de base du vivant. Il n'y a pas encore de compteur sur le soleil quand le matin on se dit « Oh, il y a du soleil, chouette ». Or, le don, aujourd'hui, est devenu anormal. Parce que donner, ça cache quelque chose. Donc c'est juste une petite illustration humoristique pour dire comment on pourrait réinvestir le lien qui réunit les hommes. Pour moi, il faudrait de l'humour, de l'audace, de la cohérence, et puis oser demander, oser parler, oser se mettre en relation, oser avoir une idée qui était peut-être un peu incongrue au départ. Alors j'ai hésité pour la fin entre 2 citations, du coup je n'avais pas envie d'hésiter ce soir-là, donc j'ai mis les 2 pour conclure. La première, c'est une phrase d'Élisée Reclus, un géographe, qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Il a dit ça au XIXe siècle. Je pense que c'est notre défi, non pas prendre conscience de la nature, les arbres, les animaux, c'est pas ça dont je parle, prendre conscience de ce qui nous rend vivants, la systémie, le deux, le don, tout ce que je vous ai un peu évoqué, pour voir comment ça peut reprendre sa place dans nos sociétés urbaines. Et puis la deuxième que je vous ai mise, c'est celle de Saint-Exupéry. Il faut avoir des rêves assez grands pour éviter qu'ils ne disparaissent. Pour s'engager vers ce troisième monde, on a intérêt à avoir des sacrés rêves, sacrément grands, sacrément joyeux. Comme ça, on arrivera à les faire sortir, ces rêves. Voilà, je suis à 0000. 18 minutes, c'est tac, tac, au TEDx. Merci de m'avoir permis d'inaugurer cette soirée.